C'est vraiment une équipe et je suis fier de cette équipe. Je suis fier de ces joueurs qui aujourd'hui encore on se trouve. On se parle toujours de la même chose et on se fait autant de plaisir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre épisode consacré à Osvaldo Piazza, le premier joueur étranger à apparaître sur le podcast des légendes. Un second épisode passionnant dans lequel on va parler des exploits des Verts, de l'équipe d'Argentine, de sa vision sur le foot actuel. Ça va être un épisode exceptionnel. C'est parti. Alors, raconte-nous le premier but contre Kiev. Est-ce que tu t'en souviens? Christian, je le vois qu'il ne tacle pas. D'abord, je le raconte au départ. Quand je vois que Doudou, je suis allé chercher un corner de la tête, blocking. Il parle du côté droit du milieu de terrain. Il parle avec les ballons. Je reviens de pouvoir faire une tête du corner et amener le premier but peut-être. Et là, quand je vu qu'il allait Champion, le croisé, je dis tiens, ça va, parce qu'il n'avait pas plus rapide que Champion. Hein. Ouais, c'est sûr. Là, il pousse les ballons, il s'en va, je dis, mais alors Christian, qui croit un petit peu à la situation, bon, il va là-bas. Et, parce que on a parlé souvent, quand Blokin, il fait un crochet, il fait un douzième. Et c'est douzième, parce qu'il avait Onichenko, il était à côté. Il ne la touche pas avec les pieds. Il les touche la jambe, là, la cuisse, il les touche. Et en touchant la cuisse, il reste là, il la dégage. Ouais, exactement. Il dit qu'il est sur Et le là, cul quand il tape la balle. et là, il me trouve, je revenais avec l'intitude aussi. Et 10 mètres avant le milieu de terrain, il tombe sur moi le ballon. Moi, je prends, je commence à passer, trouve à Patrick, je donne la balle à Patrick et je vais la chercher. L'une d'eux, Hervé, il s'avance sur moi, il frappe le but. Sinon, j'aurais pu marquer aussi. Ça sont des choses qu'on se rappelle. C'est pas parce que je ne vois pas des matchs que je jouais, hein, jamais. J'ai tous les vidéos, donc tu dois te rendre compte quand même que, bon, que ça passait. Mais disons que là, je les surprends à Kiev dans cette façon, d'abord, qui me voit très avancé avec un ballon dans les pieds. Parce que je n'avais pas pu le faire à Kiev. Parce qu'il avait mis, il avait Onichenko, l'avant-centre et blocking. Et l'avant-centre, il m'a marqué à moi, c'est pas que je le marqué à lui. Et comme c'est passé avec la finale. La finale, vous avez vu la finale à Glasgow, à Müller, vous l'avez vu? Vous l'avez vu quand je lui ai fait la faute stupide que je fais? Si? Bah, tu le Mais touches même sinon, pas. Tu le touches pas. voilà. Et tu te dis, mais merde, il m'a marqué à moi. Mais tu ne vas pas la toucher. Mais comme ça, je pense que c'est dans les mains. À mieux que moi, je le marque. Et moi, c'est pour ça que je regrette. Je vous raconte ça parce que je n'étais pas cherché la médaille. Tellement j'étais fâché contre moi. Pas content, ouais. Tellement j'étais fâché contre moi. Je disais, c'est une faute stupide. Parce que je savais qu'il la faisait, comme je te disais, la bonne avec Edstrom. Et Muller il était malin. Il te mettait son cul comme ça, et tu arrivais, et tu le poussais, faute. Et je savais qu'il la faisait, mais je la mangeais. D'accord? Et c'est un manque de concentration, ça. Parce que je sais qu'il va me la faire. Parce que je le connais, je l'ai vu en vidéo, je le connais. Et déjà, on avait joué une fois en demi-finale. Ouais, 2 ans plus tôt. Ouais. Et en plus, non seulement la faute est stupide, sinon qu'après, il a eu un joueur qui a eu peur. Et je ne dirai pas les noms. Ça fait 40 ans, tu peux y aller. Hein. C'était il y a 70 ans. Ça va faire 50 ans. 50, ça va faire. Bah, j'ai fait 70 parce que ça permettait de faire bien longtemps. Tu regardes l'action, quand il te prend de derrière, qu'il y a une image de derrière qui fait comme ça, il passe là. Et il y avait 35 mètres, les coups francs. 35 mètres. Tu sais, pour Ivan, il ne va pas l'avoir, il va en ça. Non, il s'est trouvé.
Et puis il est comme toi, lui. Mais bon, c'était les plus costauds techniquement, mais c'était pas les plus costauds mentalement. Jean-Michel Arquet. Ah oui, Mm. d'accord. Mais c'est marrant parce que t'es pas le premier qui dit ça. Et donc, Je crois que Battenet disait, c'était Battenet, Guillaume, qui disait Ouais, que Battenet et parfois Doudou, c'était un peu frustrant quand Larquet faisait des discours de motivation à la mi-temps et que tout le monde était boueux, sauf la lui. tête éclatée, et lui, il avait encore le maillot tout propre, le Non, short tout propre, les chaussettes effectivement, tout propres. C'était Battenet et Doudou, les 2 qui Ouais. disaient: «Ouais, Jean-Michel, il fallait quand même mais déjà qui c'est qui l'a dit? Doudou, Doudou et Guillaume. Battenet. Doudou, Doudou il a Jean-Jean. dit? Ouais, il a dit, Eh, Doudou Jean-Jean et Battenet. Doudou, c'est lui le premier qui fait les murs. C'est-à-dire, Courco, c'est Doudou, premier, et après, le reste. Et troisième, il est Jean-Michel. Moi, je marquais, je ne faisais pas les murs parce que je marquais à Müller, Ouais. parce qu'il pouvait donner la passe, d'accord? Alors, c'est loin, parce qu'après, on a parlé avec Yvan, quand même, Yvan, c'est 35 mètres. Il me dit, mais il a passé dans les murs. Ah, je ne crois pas. Mais il passe, et faites attention à ça, faites attention, il passe là. Il passe là, il le surprend, il la voit pas, Yvan. Donc c'est la faute de Jean-Michel Larquet. Ouais, d'accord, très Non, bien. non, je ne dis pas la faute, mais je crois que lui, à partir de là, il comptait, et je le connais assez bien, hein, Jean-Michel. Il a changé. On l'a eu comme invité, il était super, vraiment, il était Ah super, oui, super. il est très une capacité énorme de jugement, d'accord? Mhm. Et, Ouais, c'est et, vrai, dans tous les sens. techniquement, c'est olé, olé, olé. Le prof. Techniquement, très fort. Il était le plus fort. Et lui, il disait, bon, il faut calmer, il calmait. C'est pas... Il me disait quand je montais, je me disais très souvent, mais c'est calme-toi. Calme-toi, fais la pause parce que c'est pas toujours le même. Il a raison, on ne joue pas toujours au même rythme. Jean-Michel, il a payé trop cher les ambitions de son père. Mhm. Son père il avait une exigence sur lui, était major à 10 ans, major à 15 ans, major à 17 ans. Et voilà, il est son père, et 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 son père. À tel point qu'après cette déception, pour lui, c'était une déception. Il comptait sur la Coupe d'Europe, plus c'est lui le capitaine. Il comptait sur ça. Pour encore continuer à jouer. Regarde comment sont les choses. Non seulement il passe ça, il est conscient, il a fait comme ça. Bon, il s'est blessé. Il ne revenait pas, il ne revenait pas, il ne revenait pas. Et Esther, il appelle Daniel Esther. Il dit, Mhm. Michel, je t'ai fait un contrat 6 mois joueur et après tu restes comme entraîneur. Et on est à l'entraînement, il me dit, Osvaldo, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Tu es à la maison? Je lui dis oui. Bon, je vais passer. Alors il passe, il me dit, bon, j'ai des choses importantes à te dire, à te demander, qu'est-ce que tu feras? Donc il me dit, qu'est-ce que tu feras si un président, il vient, il te dit toujours 6 mois et après tu restes l'entraîneur pour toujours. Et c'est difficile, je ne peux pas me mettre devant. Je crois que tu aimes le foot. Moi, peut-être je l'aime des tout petit, j'ai vécu ça et toujours dans ma tête, rêve. La maîtresse, elle disait à maman, mais c'est pas possible, votre fils, il est pour les foot. Bon, c'est la seule chose qui parle, c'est de foot. Et lui, en étant un super, c'est pour ça que je parlais qu'il a été majeur de partout, capable 100%, intelligent 100%. Et là, de la tête, et là, il a pris un coup parce que tu n'es pas blessé parce qu'il est venu quelqu'un à te donner un coup. Non. Tu penses que c'était mental? Je lui dis, je ne peux pas t'aider, Michel, tu m'as aidé beaucoup. Là, je ne peux pas, je me contrôle. Pas capable. On est la même âge. Il est plus jeune que moi, 6 mois. Il est né en 47. Et je Tu dis, penses que Jean-Michel Larquet, il a été vraiment touché par la défaite en finale parce qu'il voulait vraiment la gagner pour son père? non, je pense pour lui. Pour lui, Parce d'accord. que Et pour lui, ça aurait été une carrière. N'oublie pas que lui, il est capitaine après Verrette, après les scandales Belette Rocher.
qu'en définitive, nous, on doit se sentir coupable, comme je le dis à tous les coéquipiers. Je dis, les gars, on n'a pas défendu à Barrette, hein. On n'a pas bougé un doigt Oui, parce que quand il a dit non, parce qu'il s'est mis sa femme à vouloir arranger un contrat que lui, il avait encore 1 an et demi et il est allé chercher à renouveler le contrat 1 an et demi avant. Et Rocher, il a dit non, que lui, il avait des contrats encore, qu'il attend 6 mois, que s'il restait 1 an, il allait signer un contrat nouveau. Nous, on n'a pas bougé. Et pourtant, c'était le joueur le plus important. Après, qui c'est qui prend la décision? C'est les coachs. Les coachs, il a joué avec lui. Et donc, il le nomme capitaine. À partir de là, et lui, il a pris de responsabilités. Regarde ce qu'on vient de faire un commentaire tout à l'heure en parlant de Martinez, par exemple. Donc, le pouvoir qu'il avait Jean-Michel, hein, en étant un exemple, parce qu'il est un capitaine, parce qu'il est un exemple, non seulement parce qu'il était un bon joueur, mais regarde qu'il a fallu que tout de suite, il apparaît la blessure. Et la blessure, après, renoncer à continuer à jouer. Ça se comprend? Ouais. Donc, et Jean-Michel, je dis, et à un moment, ça fait pas longtemps qu'on n'a pas parlé, on a été à la finale, là, on a parlé un petit peu, je dis, papa, je lui dis, non? Qui tu veux me dire par là? Papa, ton papa, c'était un super, mais tu ne peux pas avaler tout ce qu'on te dit. Il t'envoie de plus en plus des décisions, des plus forts, être le mieux. Et parfois, tu n'es pas le mieux, Jean-Michel. Et il faut l'accepter comme ça. On a des matchs qu'on passe à travers, et c'est ça. Et dans une carrière, il faut savoir aussi représenter le triomphe comme représenter aussi la défaite. Et lui, il m'a étonné parce que Jean-Michel, il a changé beaucoup. Hein. Avant, c'était... Il a changé en bien ou en mal, Osvaldo? En bien. C'est-à-dire avec l'expérience. Avec le tête-à-tête, parce que lui, à un moment donné, il se sentait plus fort que n'importe qui. Ah, d'accord, ok. Et tout à travers de son père qui lui il mettait des trucs, allez encore plus. Il arrive un moment que ton corps ne peut pas supporter toute cette pression. Je crois que ça, il a fait... Et on rigolait parce qu'on parlait de ça, justement. Il avait sa fille, il avait sa femme, Régine, et nous, on est allé manger au restaurant à Paris. Il me disait, oui, il me disait, t'as compris, mon papa, toi, étranger, t'as compris, mon papa. Et oui, et il t'est passé des messages classe, hein, classe. Hein. Mais c'était des messages quand même, encore. À un moment donné, tu dis, non, attends, hein. Et c'est comme quand le public te pousse, tout le monde 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. La 5e, tu le fais pour aller seulement, non parce que tu es convaincu. Et alors, que je répondais à quelle question? On parlait de Kiev, mais c'est pas grave, on a fait une petite digression, mais c'est pas grave. C'était très bien, tu as bien décrit le but, c'était parfait. Quel est ton stade préféré en France? Ah, le Chaudron. Et après, le Parc des Princes. Et après, le Parc des Princes, très bien. C'est beau, c'est très beau. C'est très beau Paris. Tu ne peux pas le dissocier. Quand on disait ici en Argentine, tous les journalistes, Messi, il arrive à Paris, Messi, il arrive à Paris, il va être à la Tour Eiffel, il va être l'Arc de Triomphe. Ouais, c'est un peu mythique. Vous m'excusez, non, mais ouais. Je l'ai dit, il va avoir 4 noirs avec des drapeaux comme ça. Ouais. Je dis, pourquoi vous êtes méchant comme ça? Non, je ne veux pas être méchant, surtout pas avec les Parisiens. J'adore Paris. Mais je dis, il n'y a pas de public. Ce n'est pas un baseball. Par contre, il y a un très bon centre de formation. Mais comme c'est un club, beaucoup d'argent, par les Qataris, donc il ne donne pas la possibilité à la formation qui sont et de bonnes formations. Mais je travaillais à Paris Saint-Germain. Je travaillais chez Bolelli, que j'allais voir les matchs quand il était les Ducs comme entraîneur. Moi, j'allais voir les adversaires qui devaient rencontrer Paris Saint-Germain. Et donc, j'allais
voyager, rentrer, bon, j'allais partout. Et donc après, c'est moi qui parlais, c'est lui qui écoutait, il me posait des questions, et voilà. Je connais la formation qu'il avait déjà à l'époque. Combien de jours ils sont sortis, ils sont partis sans avoir eu l'occasion, parce que, voilà, aujourd'hui, on est content, au moins je suis content, parce que je vois en Paris qu'ils jouent très bien, très bien. Il n'y a pas de vedettes, il n'y a pas de vedettes. Aussi, il y a des vedettes qui sont en train de se former, mais aujourd'hui, Ouais. ils jouent un jeu facile et un jeu sans conflit, que pour les Parisiens, c'est déjà pas mal. Et au contraire, est-ce qu'il y avait un stade où tu n'aimais pas jouer? Si, il y en a un dans chaque fois qu'on allait. À la Beaujoire, non? Au Marcel Sopin? Il y a aussi il y a, à celui de Nîmes. Petit, Ah. il te donnait des coups. Oh là 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 là. Il y avait Kader Firuz comme coach. Oh là là là. Ah, il était dur. D'ailleurs, Parisson et Sinaguet qui ne sont pas pu jouer la finale parce qu'on est allé jouer avant pour revenir. On était 13, hein, on n'était pas plus. et, et on va à Nîmes avec l'équipe type. Ouais, ce qui était peut-être une erreur. Hein. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 35, 36, Ouais. 33, non? Bon, donc, et ça aussi, je crois qu'il y a un plus. Et je crois qu'on est convaincu. Et surtout, les joueurs qui sont passés par l'équipe nationale. D'accord? Qu'on a. Les Saint-Étienne, il a apporté beaucoup au football français. Parce que au départ, quand on pense qu'il y avait 7 joueurs de Saint-Étienne à l'époque, d'accord? Ça veut dire que ce n'était pas seulement des remplaçants. Si je suis à 150 mètres du stade de Rivera, j'habite ici 150 mètres. Il me casse la tête parce que chaque fois, il coupe tous les. Il faut demander, montrer la carte d'identité pour rentrer, sortir. Non, c'est pas possible. Ou il y a un show, par exemple. Il y avait des salles qui c'était difficile, c'était de jouer dans une caisse, là, une caisse de santé, santé fermée. Là. Et en plus, ça a aidé beaucoup à l'équipe qui jouait à domicile. Non? Ouais. Toujours, on a eu des difficultés. Est-ce que tu étais superstitieux? Non. Non? T'avais pas un caleçon préféré, non, j'ai pas. La religion, je la garde à mon intérieur. Jamais je l'ai demandé à Barbu pour un match ou un résultat, jamais. D'accord. Jamais. Oui, peut-être, je me disais un mot pour moi, en me protégeant des blessures. Et après, bon, les habits, tu te mets des habits, par exemple, les caleçons, tu mettais ce que tu avais, que tu as fait gagner, toujours. Ouais, Ah, quand même. Quand même. Comme on gagnait souvent, mais on m'appelait, il vieillit, et tu dois changer, et tu vas le réparer, tu vas le coudre. Tu avais un caleçon préféré ou un maillot préféré? Tu avais un caleçon fétiche pour gagner les matchs? Ah non, Non. non, je fais un bon chef-man, je dis, voilà, concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. C'est 90 minutes, 90 minutes, tu dois jouer ce match. Et c'est comme ça, je gardais La et concentration. en plus, j'avais non seulement la volonté, sinon j'étais préparé pour le faire. J'étais préparé physiquement pour le faire. D'accord. Et je savais que, comme je disais tout à l'heure avec le Strong, non, qu'il faut prendre des délicatesses parfois. Je savais que les libéraux, il avait peur que je vienne avec les ballons. Parce que normalement, quand je montais avec les ballons derrière, en avant, d'accord, normalement, ce n'est pas le milieu de terrain qui doit te marquer, c'est les libéraux qui doivent sortir pour te prendre. Et les libéraux, ils ne sortaient pas. Donc, je faisais facilement une, deux, et je me trouvais devant les gardiens. Et je n'étais pas un attaquant. Ça te comprend qu'est-ce que je veux dire? Bien sûr. Ouais, ouais. Hein? Alors, Et- quel était ton surnom préféré? Parce que tu avais la locomotive, l'Indien. Non, sont tous des bêtes grands et costauds. Et ils commencent par les taureaux, après par les rhinocérontes, après par les. Qu'est-ce qu'il y a encore? La Toutes locomotive. les grosses bêtes, dinosaures, qu'est-ce qu'il y a encore? Éléphants, tous ces gros mots sont pour moi.
D'accord, donc t'en avais pas un que tu aimais Les journaliste, surnoms hein? qu'ils donnaient à mon jeu, c'était mes chevauchés. C'est là Ouais. qui m'a fait fameux, c'est là qui me fait que ça rappelle les gens, aujourd'hui encore, mes chevauchés. Pourquoi? D'accord. Parce qu'en définitive, moi, je le fais exprès. D'abord, je suis arrivé avec les cheveux longs. Et je laissé garder parce que j'ai noté qu'avec mes 82 kilos et avec mon mètre 84, 83 et mes cheveux qui ils flottaient comme ça, je faisais peur. Tu faisais peur sur le terrain et hors du terrain, tu étais quand même le gros beau gosse de première division. Ah oui, là, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Tu vois. Tu sais, encore maintenant, te dis, ah, il vient les gars me disent, et ma femme, il était amoureuse de vous. Mmh. Et tu te mariais quand même? Il me dit, oui, je ne pouvais pas faire autrement. Ça, c'est un peu grossier, mais c'est pour rire un peu, on rigole un peu. Ouais. Pourquoi tu n'as plus de cheveux? Où ils sont vos cheveux? Il me dit, où vos cheveux? Je dis, vous savez, à l'époque, bon, j'étais beau, j'étais costaud, c'était beau. Alors, on faisait un amour avec des. Il me tirait les cheveux comme ça et ils ont fait comme tout arraché. D'accord. Guillaume, Bah, Guillaume, c'est peut-être pour ça aussi hein, que tu Ouais, c'est trop tard. Exactement. Même problème, hein, je veux dire. Est-ce que tu te souviens sous quel nom tu as disputé ton premier match à l'AS Saint-Étienne? Oui, bien sûr, Merchadier. Exact. Bravo, Michel, tu as tout dit, Guillaume aussi. Hein? Et Ouais, vous mais avez tout dit l'histoire, parce que vous êtes jeune encore. ouais. Moi, oui, Oui, mais effectivement. Michel, il reste quand même sur sa soixantaine. Quelle est la plus grosse fiesta que tu as faite à Saint-Étienne? La plus grosse fête, Ouais, je fêtais le nouvel appartement venu de la Libération, comme on dit, la crémaillère, non? ouais, c'est Crémaillère? ça, crémaillère, exactement. Oui, oui. Il y a une autre aussi, grosse. Je suis allé pendant le mondial 98. C'est l'équipe de France, l'équipe d'Argentine, il a fait sa préparation. C'est moi que j'ai parlé avec le président de la fédération. Et il a fait la préparation à l'ETRA, à Saint-Étienne. Et ça, j'étais entraîneur au Pérou. J'ai demandé la permission à moi et je suis allé au mondial. Et donc, et là, qu'est-ce que. Et là, donc, tu as fait une grosse fiesta avec les Argentins? Voilà, je suis. Il m'appelle euh, la- les deux personnes, la femme et son mari. Il m'appelle et me dit bon, ils sont aperçus que j'étais en France. Et là, ils avaient acheté mon appartement. Et donc, il m'a invité, il y avait cinquantaine dans mon appartement, qui était mon appartement. Ouais. Et là, cette grosse fête, je me suis déchaîné complètement. Et non, et normalement, je prends pas mal d'alcool. Hein. Mais là, ce n'était pas l'alcool qui m'a fait. J'étais content. J'étais content d'être à Saint-Étienne, de voir mon appartement, même Ouais. s'il ne m'appartenait plus. Ouais. Et donc, à un moment donné, je commence à me lever la chemise et commencer à sauter et à danser, et à crier. Bon, c'était presque inouï à tous, le concierge. Quelle était ta technique de shop pour les attaquants adverses? Alors, à part baisser le short, on a eu Christian Lopez qui nous disait un petit peu sa stratégie d'intimidation avant les matchs, qui faisait un petit peu peur aux attaquants adverses en leur disant que toi, tu vas pas terminer le match. Toi, tu faisais un peu ce genre de choses avant les matchs ou même pendant les matchs pour intimider les joueurs adverses? Non, c'est les adversaires qui me disaient à moi, sale étranger, tu viens à bouffer notre pain. C'est vrai? Wow. Ah oui, je rigolais en plus. Je rigolais parce que, non, je te dis, mais c'est une question stupide en définitive. Parce que si tu me dis ça, l'Argentin, tu viens bouffer notre pain, d'accord? Et toi, tu souris parce que c'est pas pareil, c'est-à-dire parce que tu as peur de moi. Ouais, bien sûr. C'est pas une critique, Ouais. non? Non, non, Hein? bien sûr. Donc, il y a eu pas mal hein, qui m'a dit, je me rappelle d'une, et ça c'est avec nous. On va jouer à Strasbourg Ah. avant de jouer la finale. On devait jouer la finale, on l'a joué le 12 mai, non? Je sais pas, il y a eu un match et c'est l'année
Nous, on était champions. On doit jouer la finale et on va à Strasbourg. Et Emmerich, il nous disait, mais à tous, hein, il passait à côté, il disait, les Bayer, il va vous mettre 10, il va vous mettre 5. Lui, il est tout seul. Les autres, on pêche. Non. Lui surtout, quelle réaction tu vas avoir de ce côté-là? Tu vas donner un coup de poing? Non. Et donc, à ce moment-là, il dit, voilà, si lui il croit qu'il peut trouver un avantage avec ça, parce que tu vas dire non, nous, on va le gagner. Non, déjà que tu le joues, c'est déjà pas mal. Mais ça sont des choses quand même que, sans doute, je pense qu'aujourd'hui, on se respecte un peu mieux dans le sport. J'adore le rugby. J'ai appris, après le mondial, je le suivi de très près, le rugby. J'étais à voir l'Argentine contre la Samoa. J'ai vu aussi à Paris. Je bougeais un peu. Et là, il y avait, je dis, ce sont des gentlemen, vraiment. Des Plus que toi. Le public et les joueurs. Et après les matchs, ils s'embrassent. Ils prennent un verre ensemble. Je dis, non, les joueurs de foot, il n'est pas comme ça. Bah, tu sais, quand je jouais avec Guillaume, c'est ce qu'il faisait, mais avant le match. Il allait voir les joueurs adverses, il les embrassait et ça les rendait fous. Et du coup, on perdait le match à chaque fois. Non, avec quelqu'un, moi, j'ai jamais perdu. Moi. T'as pas une tête de ça. Tu ne fais pas de soucis, Guillaume. Tu n'as pas une tête de ça. Les méchants, les méchants, tu sais, sont les jeunes qui ne jurent jamais, tu vois. Ils attendent le moment de te faire quelque chose. Ou te mettre les doigts dans le derrière, tu vois, parce que ça aussi. Non, mais ça, c'est des choses qu'il a passées pendant la semaine, non? Ouais. Avec qui? Je sais que, par exemple, bon, Bernard, il vient décéder pour Bernard, un type comme ça. Bernard Lacombe. Et en plus, il joue le championnat du monde de 78. C'est Rocher qui le prend. Il s'arrange avec Lyon. Roby, il avait dit, il n'a pas demandé à les coachs si ça lui plaisait ou ne lui plaisait pas. Il a pris pour le Bernard et en plus, on avait chacun son placard. Et lui, il était à côté de moi. Donc, il arrive à Saint-Étienne et en plus, bon, je sais, il n'impliquait pas une, c'est-à-dire, Bernard, qu'est-ce qui passe? Je ne sais pas. Il y avait des manuels de partout, ça sort, sa maman, et sa femme, lui, la blessure. Et donc, il ne marquait pas de buts. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis, donne-moi tes godasses. Mais je prends mon silage et je les cire les godasses à l'extérieur. Bon, il le met, marque 2 buts. Merci Osvaldo, merci. On passe toute la semaine d'un côté et l'autre pour s'habiller. Il arrive le match à domicile. Et je vois qu'il tourne. Et je le regardais comme ça. Je dis, Bernard, écoute, qu'est-ce qui se passe? Arrête, tu chauffes là, tu fais l'échauffement. Il dit, non, Osvaldo, tu peux me cirer. Un petit coup de superstition. Ouais. Parce que tu le voyais que il devait jouer contre moi, il me disait, Manero, ne me parle pas de Bernard. Déjà, il parle de toi, tu vas jouer dans 5 jours. On se voyait avec Manero, uruguayen, moi, argentin, on se voyait. Soit chez lui, soit chez moi. Mais c'est déjà Bernard, il me parle de toi, il me parle de toi. Et maintenant, j'étais à côté et tu dois me faire gagner des primes. Je vais te faire gagner des primes. Mais là, il n'a pas eu de chance. Je pense qu'il s'est trouvé avec un club totalement différent à Lyon. Je ne pense pas que c'était un groupe très, très solidaire. Il y avait des joueurs un peu des clubs brésiliens, argentins aussi, uruguayens. C'était pas facile à jouer. Donc, je répondu à la question? Oui, bien sûr. Quel est le plus gros boucher que tu as vu sur un terrain? Un boucher? Ouais. Ah, donner des coups. Ouais. Ah non, un Allemand qui jouait à Bastia. D'accord. Comment il s'appelle? Berton Schlag? Non.
Non? Non, il y en avait trois. Il y avait celui-là de Nice, il y avait Nice-Katalinski, C'est pas D'accord. Heidkamp par hasard? Heidkamp? Heikamp. Ouais, Robert Heikamp. Schulz. Qui c'est qui avait dit Heikamp? c'est moi, c'est moi. Ouais, moi j'avais pensé que c'était Vertonghen, Oui, mais c'est pas lui. oui, moi, je me Heikamp. C'était un assassin. Un D'accord. assassin. Avec un nom Et pareil. profiter que les arbitres à Bastia, déjà, ils te montrent un arbitre pendu comme ça à l'entrée. Après, ils te laissent les bus à 100 mètres comme ça. Tu commences à marcher avec ton sac comme ça et tu finis avec ton sac aussi devant parce qu'ils te commencent à te fermer comme ça parce qu'ils te exprès, hein, Ah ouais? et avec les pédales, ils te montraient un couteau. Qu'est-ce que vous avez Non! fait aujourd'hui? Ah, laisse-moi tranquille. Et tu vois, quand même, ces avantages qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Non, Et, je crois que c'est pas possible ça. et ça s'est arrivé qu'on gagne, on gagne à Bastia, à Ajaccio, parce que bon, en plus, je dis, c'est une manière agressive déjà de te traiter mal, non? Ouais, bien sûr. Et à part ça, tout dépend de ses résultats. Tout ne dépend pas de ses résultats. Tout dépend de toute une saison. Il y avait à l'époque des clubs des stades très difficiles à jouer. À nous, par exemple, celui qui ne ça réussit pas, c'était Nantes. Ouais, Marcel Sopin, ça ne réussit pas. bien sûr. Et je continue à dire que c'était la meilleure formation des joueurs, c'était à Nantes. Il y avait deux Argentins très forts, Marcos et Vargas. Angel Marcos et Hugo Vergas? Bravo, bravo. Et aujourd'hui, Hugo, il va pas très bien. Ah mince. Je l'ai vu la dernière fois, il perd un peu comme c'est arrivé à Bernard, hein, comme c'est arrivé à Bernard. Il est La com. fatigué, comme on dit. Jamais c'est pareil, les choses sont bien, ça ressemble quand même pas mal. Donc on perd Bernard, par exemple, la dernière fois que je l'ai vu, que c'était on était allé manger à Lyon, il y avait Momo Vidal que vous devez connaître. Bien sûr. Momo, vous savez qui c'est Momo Vidal, non? Mais, et il était très ami à Momo Vidal. Et moi aussi, je le connais très bien. Et donc, on est allé manger et là, il ne se rappelait pas où il avait laissé la voiture. Et là, c'est difficile. Et il y en a de plus en plus. Ouais, mais tu penses que c'est alors complètement rien à voir, hein. Est-ce que tu penses que c'est à cause des têtes que tous les joueurs font, qu'ils ont qu'il y avait aucune protection des traumatismes crâniens, etc. Parce que ça arrive quand même assez souvent. Bah, tu sais, faire des têtes depuis que tu es tout petit dans le ballon, ça ne doit pas être. Je ne me mettrai jamais à mon fils à faire de la boxe. Ouais. Non, mais parce que par exemple, moi, j'habite aux États-Unis et quand ils font des matchs, les enfants, je ne sais pas à partir de quel âge, mais je crois que jusqu'à 15 ans, tu n'as pas le droit de faire de tête sur des dégagements. C'est une bonne école. Hein? Ouais. C'est-à-dire, j'ai appris dans mes diplômes d'entraîneur, d'éducateur surtout, par exemple, tu ne dois jamais prendre le ballon pour le faire une tête à les petits et la jeter comme ça. Jamais. Ouais. Parce que automatiquement, les garçons, ils font ça. Parce qu'ils pensent qu'il va lui faire mal. D'accord? Il va lui faire mal. Normalement, comme il faut faire, il faut la faire rebondir le ballon. Hein? Et lui, il ferme les yeux, il met la tête. La première, il fait ça. La deuxième, il fait ça. La troisième, ouvre les yeux et il savait qu'il ne va pas lui faire mal. On est d'accord? Je l'ai appris en étant des cours d'entraînement. Et je dis, voilà la différence d'un éducateur à un coach d'équipe et un coach international de sélection. Et là, par exemple, le ballon, jamais il fait mal. Jamais il fait mal. Sauf si tu as peur. Si tu mets la tête fermée comme ça, tu vas sentir quelque chose. Vous voyez vous voyez les matchs mondiaux des clubs. Ouais. Bien sûr. Non? Bon, il y a eu un match avant-hier, un match qui il a mis une frappe et que quand un défenseur sur la ligne, il a mis la tête, mais il a presque renvoyé à 40 mètres le ballon. Il a mis la tête, il s'est mis comme ça, il a mis la tête, et le gardien était complètement perdu. Et parce que tu penses à ce moment-là, il va tomber. Non, il n'a pas tombé. Ouais. Donc, ça veut dire que souvent, comme tu réagis avec les problèmes, que tu as plus ou moins mal. C'est-à-dire, parce qu'avant tout, ce n'est pas seulement faire la tête, c'est de donner une direction à les ballons.
avec Ouais. la tête. Non, c'est pas la tête comme ça, directement tu vas la renvoyer. C'est chercher quelqu'un à lui donner. C'est si aujourd'hui, tu me demandes quelle différence tu trouves entre les Sud-Américains et les Européens. Quelle est la différence aujourd'hui? Ces techniques des Européens, ils travaillent le contrôle, la fente, ils travaillent tout ça. Ici, non. Ouais. Ici, ils ne travaillent pas comment contrôler, comment, avec un contrôle, tu peux éliminer deux adversaires. C'est toujours avec les ballons. Ils portent toujours les ballons. Regarde, les Européens te font un touche. Où je vais me mettre, à qui je vais marquer, à qui je vais prendre. Je vois cette différence et on le voit dans le championnat. Le Manchester City peut être éliminé, d'accord, mais tu le vois jouer. Tu vas jouer Liverpool, tu vois un match comme Paris et Liverpool, c'est un football magnifique. Vous l'avez vu ce match. Ouais, bien sûr. Et donc là, tu as envie de regarder un match. Mais tu perds ici à Buenos Aires, en Argentine, tu perds 1h30 à regarder un match. En plus, c'est la mode de jouer à gardien, en arrière, en arrière. Mais merde, Oui. tu es à 10 mètres de passer attaquer. Non, mais je suis d'accord. Moi aussi, ça m'agace. Moi qui suis un fan de Nantes, Nantes joue comme ça, à jouer toujours en arrière. Mais j'ai envie de, ça m'énerve ce jeu en arrière systématique. Ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit. Voilà, sont des choses que plus près tu es des buts adverses, tu as plus de possibilités. Il y a des attaquants qui restent comme ça en attendant. Ah, ça, c'est un buteur. Hein. Il est un buteur, oui, mais s'il ne bouge pas, comment tu vas lui donner la balle s'il est avec un défenseur sur lui. Hein? Donc, ce n'est pas qu'on connaît le foot. C'est-à-dire, le foot, ce n'est pas aussi compliqué. C'est nous qui le fait compliqué. Non? Parce que même les papas qui vont voir, parce qu'à un moment donné, j'ai eu des écoles de foot, après avoir joué dans des équipes. Donc, et le papa, il est dans un rectangle, il est, allez, allez, pousse-le, oui, vas-y, 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 allez, t'es pas courageux quand même, hein, c'est pas possible, fais attention. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il a 8, 9, 10 ans. Comment il va comprendre que son papa, il parle de cette façon? Parce qu'en définitive, on a la conclusion de quoi? Que lui, il n'a pas pu arriver à l'être. Ouais, non, c'est ça, ils vivent par procuration. Ouais. Et tu lui demandes à ton fils de pouvoir le faire parce que lui, il n'a pas pu. Non, c'est vrai. Je vois Guillaume qu'il est trop sérieux. Non, ce sujet, ce que tu dis sur les pères ou les parents, c'est le cas depuis 40 ans. Enfin, même moi, quand j'étais petit, c'était aussi le cas, tu vois. C'est pas nouveau, malheureusement, cet état d'esprit. C'est quelque chose qui n'a pas du tout changé depuis 50 ans. Mais je pense que c'est pire quand même, parce que maintenant, il y a des enjeux économiques qui sont quand même beaucoup plus élevés. C'est pire, peut-être c'est pire, Guillaume. Peut-être c'est pire. Parce que les gens sont de plus en plus désespérés. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens, si tu prends 100 personnes qui font une passion de boulot. Et donc, ça t'implique que tu veux être, c'est comme des acteurs. Tu vois, un acteur de cinéma, il passe partout, d'accord? Parce qu'il a démontré que lui, dans le cinéma, il est très fort. Oh, il a démontré que c'est un très bon acteur. Mais il y a des choses, je suis admiratif, comme je le dis tout à l'heure, de Rubinman. Rubinman, il se donne comme dans la guerre. Il s'embrasse à la fin du match. Si Guillaume faisait du rugby quand il était plus jeune. Et oui, moi, j'étais Justement pour pouvoir. Huggy les gars, ouais. J'étais dans la tribune parce qu'on m'avait invité. Qu'est-ce qu'il prend de la bière? Oh J'étais plein pour ça. Il y avait 3/4 de litre, je pense. Comment je vais faire pour voir ça? Je vois, mais pas que ça. Écoute, il rentrait dans un sac, il venait avec six verres. Et un de mes amis, là, on était 3. Et devant nous, il y avait toute une famille des Argentins. Il était père, mère, des enfants, des fiancés, des enfants. Il y avait 5. Et il y avait cet ami qu'on est allé, que c'est lui qui m'a trouvé l'entrée. Et donc, il commence à son... Les arbitres, ils sont pour les Argentins. Non, c'est pas ça. Les Argentins, non, ils ont acheté l'arbitre. Non. Aucun.
aucun. Et lui, il le faisait exprès pour voir si quelqu'un il réagissait. Donc c'est ça la culture. Tu mets un match de football, ils sont en train de se donner de toutes les couleurs. Hein? Ouais, non, c'est vrai. Et c'est incroyable, non? C'est marrant que tu dis ça parce qu'on a eu pas mal d'anciens joueurs et il y en a beaucoup qui disent qu'ils regardent même plus le foot. Des joueurs assez récents Ouais. qui ont Et fait la j'y Coupe du Monde vais, 2006 et par j'y vais, exemple, et qui ont j'y dit vais qu'ils pas. regardent plus du tout le foot parce que ça les dégoûte, qu'il y a tellement d'argent, qu'il n'y a pas une bonne mentalité et qu'au contraire, ils adorent regarder du rugby. Donc c'est une tendance assez lourde. Les anciens joueurs préfèrent regarder du rugby Ah, plutôt que du foot. d'accord, Ils se d'accord. reconnaissent plus dans les valeurs du rugby que dans les valeurs du foot. Il y a Saramagna il aime beaucoup le rugby. Il y a Babat, Batenet. Il y a Babat, parce qu'il en faisait aussi quand il était jeune. Ouais. Sinagel. Doudou? Il y a pas mal qui aiment le rugby. Qui, en plus, ils connaissent. Moi, je connais rien. Hein. Et Ouais. malgré que quand est arrivé, j'avais arrêté les foot en France. Et je suis rentré à Buenos Aires en l'année 79. On sait que tu es plutôt un champion de ski de fond, toi, Osvaldo, plutôt. Tu m'as bien écouté. Guillaume. Ah oui. Les quatre noirs. T'as aimé les quatre Ouais, noirs? exactement. Ok. Il y a des choses, et parfois, tu t'endors avec des images, non? Des images Ouais, c'est ça. de tous les gens que tu arrivé à connaître par rapport au football, non? Par rapport et c'est formidable parce que tu te dis, encore, nous, et on va fêter 50 ans l'année Ouais. prochaine, non? Wow. 50 ans, déjà, et ils sont en train de préparer la fête de 50 ans. Mais comment vous êtes sûr qu'on va arriver à 50, à les 50 ans de la Coupe? Et aussi, il y a le 11, je dû allonger mon stage en France, là, parce que je parle le 8 et je devais revenir le 11. Mais le 11, justement, je viens d'apprendre qu'il y a un hommage à Georges Beretta. Et donc, je dû repousser 2 jours pour rentrer. Et cette fois-ci, ma femme, il va venir avec moi. C'est la deuxième fois. Il est venu, et là, il va voir que Saint-Étienne, il n'aime pas du tout Saint-Étienne. Qu'il est un peu plus blanc. Mais plus vide aussi. Ah oui, bah oui. Plus vite, parce que là, et j'ai appris la dernière fois que j'étais là, ça fait 20 jours. Si. Il y avait, à notre époque, il y avait 400, 410 000, 420 000 habitants à Santé. Maintenant, il y a 150 000 seulement. Wow. Wow, ça a baissé énormément. C'est dingue ça. C'est terrible ça, hein? Non? Et il y a que des supporters de Saint-Étienne. Ouais. Et c'est là qu'ils vont au match. Parce que les matchs, c'est toujours plein. Comment c'est possible? Il reste toujours 150 000 personnes, donc ça remplit un stade. Mais Eh, eh. Et Osvaldo, on va terminer parce que. J'ai 9h30. Ouais, donc il est 9h30 chez toi, il est 8h30 chez moi et il est 2h30 du matin pour Guillaume. Oh là là, Guillaume, tu vas pas dormir aujourd'hui. Mais ça vaut le coup. Hein. Pour toi, il est prêt à tout. Hein. bien sûr. Et déjà, il a commencé à éteindre un peu la lumière. Ah, mais Déjà. c'est pas. Là, j'ai une lumière, mais. Quel est le plus grand joueur avec lequel tu as joué? Question nulle. Platini. Platini, d'accord. Je n'ai pas arrivé à jouer avec lui, contre lui, mais après, il est venu à Saint-Étienne et on s'entraînait. Magnifique. D'après toi, est-ce que l'Argentine a été favorisée en 78 pour gagner la Coupe du Monde? Oui. Oui. Oui, mais je pense pas qu'il a été décisif. N'oublions pas qu'à cette époque, il y avait des militaires, c'était très contesté, qui faisaient la Coupe du Monde pour au moins sortir la tête de l'eau. Et donc, après, ça continuait parce qu'on a eu la guerre totalement stupide de Malvinas. Donc, on n'était pas préparé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Pourquoi? Parce que la force, c'était pas les mêmes. En revenant sur les championnats du monde, je ne pense pas que ça a été décisif au moment de la finale. De ce côté-là,
je pense qu'il n'a pas eu de bénéfices parce que là, il a gagné quand même avec l'agnac, avec les forcines, l'envie, et parce que tout un peuple avait remarqué, en étant champion du monde 2024, comme c'était ici fêté ces championnats. Donc, était pareil en 78. Je pense que comme peuple, on avait besoin de ça et on a organisé ça. Mais n'oublions pas qu'on a eu un coach qui savait bien qu'est-ce qu'il faisait. Il savait bien qu'est-ce qu'il voulait, il savait bien où il voulait arriver. Toujours, on a été les plus forts, les mieux, les gagnants, mais jamais on a gagné quelque chose. C'est-à-dire, le public ne marque pas de but. Et là, César Menotti, il avait dans l'idée d'une équipe il devait être formée avec tous les pays, c'est-à-dire les provinces, chose que je ne faisais pas avant. C'était Buenos Aires, il avait 18 équipes, après il y avait 2, 3 provinces. Et quand même, l'Argentine, il a 23 provinces plus la capitale. Donc, et lui, il a eu l'idée de former une équipe qui rassemblait à tous les Argentins, d'abord, de toute l'Argentine. Et surtout, il a pris 2 joueurs de l'étranger qui connaissaient bien, c'est Mario Kempes et moi-même. Donc, c'était 2 seuls que lui, il connaissait, qui lui a dit, voilà, j'ai besoin de ces 2 joueurs. Et quand je regarde, c'est pas la première fois, dans ma carrière, je ne regarde pas les matchs que j'avais joués. Jamais j'avais regardé. Parce que j'ai tous les films, je les ai. On était bénéficiés, on était à ce moment-là, et bon, on était des champions, même en gagnant pas la coupe. Mais je veux dire par là que, surtout Campes, il avait le privilège de rester un peu plus. Moi, je devais être, parce que M. Grondona, le président de la Fédération argentine de football, qui n'a rien à voir avec les militaires, et donc il a voyagé, il est allé voir M. Rocher, et ils se sont mis d'accord en disant, voilà, déjà Menotti, parce qu'à un moment donné, je dis comment je jouais en équipe nationale en 72, avant de partir à Saint-Étienne. C'était l'année où je suis arrivé à Saint-Étienne. Et donc, où vous m'avez vu? Parce qu'il me téléphonait à Saint-Étienne et surtout, bon, c'était un peu tard, il ne se rendait pas compte qu'il avait 4 heures de décalage. Et à un moment donné, je dit, écoutez, je dors à cette heure-ci. Hein. Il me dit, excuse-moi, Osvaldo, voilà. Et donc, moi, personnellement, je lui dis, mais c'est ça, où vous m'avez vu jouer? Où vous me convoquez en équipe nationale? J'ai dit, Osvaldo, j'ai vu là, 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 là. Et surtout, Wow. à la Champions, hein, la Coupe d'Europe. Donc, et Osvaldo, je veux vous dire, j'ai besoin de vous. D'accord. Imagine-toi, Michel, qu'on te dise comme ça, la dernière année, ça faisait 6 ans, et je n'avais pas joué une Coupe du Monde. Et avec Saint-Étienne, on avait gagné presque tout sauf la Champions. Et donc, ça m'a touché énormément. J'ai pris beaucoup, comme dirige attention, surtout à Saint-Étienne, parce que c'est Saint-Étienne et mes anciens combattants qui m'ont donné cette possibilité, parce qu'enfin, il y avait 5 joueurs de Saint-Étienne dans cette Coupe du Monde. Donc, que normalement, je ne me voyais pas jouer contre eux. Et pourtant, c'était la même poule, non? Ouais, non, c'était incroyable cette poule. Et là, peut-être, il y a une injustice provoquée, je ne sais pas, je n'ai pas les moyens de savoir où les pénaltys de Marius, c'est sévère, c'est très sévère. Mais après, je n'ai pas vu les parcours, parce que, voilà, on parle du match contre Pérou. Voilà, c'est ça. Il y a une légende comme quoi le président argentin, accompagné par Henry Kissinger, va voir les joueurs du Pérou dans le vestiaire. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, c'est la petite histoire. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce match en particulier? Je pense que, et Michel, nous, on a vécu ça. Ouais. Nous, Saint-Étienne, Kiev, Split, Nantes, et on est revenu sur des scores incroyables, incroyables. Et ils nous ont dit, alors, attention, vous ne pouvez pas gagner parce que déjà vous avez pris 4 non. Et là, je parlais avec eux parce que j'étais entraîneur au Pérou. Et justement, on m'a posé la question. Et je disais, mais déjà les joueurs péruviens,
ils étaient contents de participer dans une Coupe du Monde. Vous voulez qu'il va rentrer, et je ne crois pas. Si tu peux le croire, tu peux savoir peut-être quelque chose, et ça va, on peut parler, ouais, mais je ne suis pas de cet avis. Et ce n'est pas parce qu'il avait l'Argentine, parce que toujours quand on se trouve avec Johnny Rep, et il me dit, oui, vous nous avez volé, et je dis, volé de quoi? Parce que Kempes, quand il tombe, il ne cherche pas le penalty. Hein? Et après, si l'avant-centre des Pays-Bas qui tirait sur le poteau et il n'a pas voulu marquer, donc, ce sont des choses qu'on peut toujours en parler, discuter. C'est vrai que la garantie des militaires, ce n'est pas une garantie pour faire quelque chose. Mais comme on peut critiquer le championnat du monde, pourquoi on n'a pas gagné la guerre des Malvinas? Si on avait à côté les États-Unis, parce que les États-Unis ne pouvaient pas se dissocier de l'Angleterre. On est bien d'accord. Donc, ce sont des choses que c'est très délicat à parler parce que parfois, on ne connaît pas tout. Ouais. On ne connaît pas tout et les sentiments qu'on... Donc, il y a beaucoup de valeurs, l'agressivité, les jeux des joueurs, parce que tout à l'heure, je disais, si Campes, il reste par terre, il voulait siffler le penalty. Tu te rappelles de l'action? Il est par terre. Ouais. Et c'était faute. Et il s'est levé, il a pris, et il a poussé, et il a marqué. Donc, avec ça, il a démontré quand même, non seulement que c'était un grand joueur, sinon qu'il n'attendait pas la facilité de quelqu'un de l'extérieur qui vient l'aider. Bien sûr. Alors, je pense que sur la finale, il n'y a pas vraiment de controverse sur est-ce que l'Argentine a eu un petit coup de pouce. C'est plus sur le premier tour, comme tu disais toi-même, sur le penalty de Marius Trésor, sur le match contre le Pérou, etc. Donc, si je comprends bien, et dis-moi si j'ai bien compris ta vision de la Coupe du Monde, c'est que l'équipe argentine il y avait une magnifique équipe, un super entraîneur, une équipe qui avait la hargne et qui voulait vraiment gagner, que c'était aussi un petit peu le moment de l'Argentine, puisque ça faisait quand même un certain moment que l'Argentine jouait bien mais n'avait rien gagné, mais que malgré tout, il y a quand même eu des petites décisions qui ont permis à l'Argentine de favoriser tout ça. C'est sûr que juste si l'Argentine avait favorisé, peut-être qu'elle n'aurait pas gagné, mais il y a la confluence de tous ces facteurs, d'une super équipe, d'un grand entraîneur, d'un grand buteur, qui ont fait que voilà, l'Argentine, en plus en jouant à domicile, a pu gagner cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est à peu près exact? Voilà. N'importe quel public il m'a répondu. Mais il poussait cette équipe qu'il a démontré, non seulement à la fin, au milieu des qualifications, il savait que la qualification était difficile pour l'Argentine. Il y avait la France, qui démarrait là, la France, qu'on attendait tout le monde, et que c'est un peu grâce à Saint-Étienne que s'est développé notre résultat. Et à ce moment-là, je pense que je le compare beaucoup avec Saint-Étienne, tu sais, Michel. Pourquoi? Parce qu'il a donné quand même 6-7 joueurs à l'équipe nationale. Ouais. Des joueurs gagnants, des joueurs qui sont apportés beaucoup. Si bien, ce n'est pas dans l'individualité, dans les jeux collectifs, dans les jeux où ils prenaient des matchs. Donc, je viens de te dire, oui, je crois qu'on est d'accord, sévère le penalty à Cresol, même à moi, il m'a fait mal. Et tu penses que je ne vais pas crier le but au centre de 6 têtes de la combe? Et après, je l'avais à côté de mon placard et il s'est habillé à côté de moi. Donc, ce sont toutes les choses qu'on peut en parler un peu. Mais voilà, les pensées, je vivrais avec cette équipe en étant à l'extérieur parce qu'à ce moment, ma femme il était convalescent et j'étais à Juan-les-Pins et on m'avait prêté un ami une maison et la convalescence de ma femme, qu'il avait été passé un mois en soins intensifs. Ma petite, il a passé un mois et demi en soins intensifs aussi. Je ne me suis pas rendu compte. Ouais. Parce que nous, aujourd'hui, ils sont tous en prison, ces militaires. S'ils ne sont pas morts, ils sont en prison. Et il y a 30 000 de disparus. Ouais, non, c'est difficile à imaginer en 2025, ce que vous avez, Alors, si ce que tu les Argentins ont me vécu. disais, Michel, il ne fallait pas qu'il le laisse faire un championnat du monde en Argentine, peut-être je te dis oui. Peut-être je te dis oui, parce qu'on venait déjà avec les militaires, avec des soucis, avec beaucoup de choses que ça lui faisait mal au pays. Et donc, il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas d'égalité, il n'y avait pas de liberté.
Et tu en parlais avec Dominique Rocheteau? Parce que Dominique Rocheteau, je sais, avait beaucoup hésité avant de venir à la coupe du monde. Oui, c'est vrai. Bravo, bravo Michel, si, c'est vrai. Je parlais beaucoup avec Rosto. Rosto, il ne voulait pas venir. Et donc, Dominique, je dis, tu as raison, moi je pense la même chose que toi. Je dis, c'est un match de foot et, et je crois qu'en Argentine, maintenant, parce que déjà ils sont commencés à mettre en prison à tous ceux Les opposants. ils sont dans la catastrophe qu'il a eue, les 30 000 morts et tout ça. Les disparus. Et donc, déjà, ils sont convaincus quand même qu'ils sont de notre espèce, non? Mhm. Et donc, Dominique il est venu. Mais ce n'est pas parce que moi, je l'ai convaincu de venir. Je crois il a fait une réflexion quand même. Et les bus qu'il a mené les joueurs au stade, c'était entouré des motos, des motos des policiers qui tapaient sur les voitures que c'était s'est mis de côté. Si, c'était de l'agressivité. Nous, on a vécu avec ça beaucoup de temps et aujourd'hui encore, il y a ces militaires qui sont en prison. Ah bon? Ils cherchent à être déculpabilisés. Donc, mais c'est vrai, si tu te mets d'un côté ou de l'autre, moi, parce que ouais, je parle comme argentin aussi, et Mhm. parce qu'en définitive, j'étais convoqué à jouer. Et déjà, il m'aurait gêné de jouer contre Dominique Rostow, par exemple, parce Ouais. qu'après, je le partais. Parce que, je sais pas, jouer avec quelqu'un, avec Sylvain, Dominique, on a joué que 2 ans avec lui. Et il est venu très jeune. Ouais. Pas très jeune parce qu'il avait déjà 19, 20 ans, mais oui, comme apporter quelque chose de plus à l'équipe. Moi, je pris le rôle de le faire voir que nous, on a quelques années de métier. Dominique, il était ferme, lui, il était bien, en sachant qu'est-ce qui s'est passé. On essaye toujours. C'est mon pays, j'aime mon pays. J'aurais aimé habiter en France, hein, et après Saint-Étienne. Je l'aimais, c'est moi que je suis cassé le contrat. Parce que ma femme, et bon, il y avait un stress énorme, il pouvait pas rester en France. Ouais. Et moi, j'avais imaginé une autre situation. J'ai dû casser le contrat en 79, chose que c'était complètement, ma pensée, c'était complètement différent. Et c'est pas pour les championnats du monde. Et tu as failli devenir français d'ailleurs. Tu as refusé de la demande de naturalisation, si je comprends bien. Voilà. Donc, on était gâtés, et je le dis déjà plusieurs fois, on était gâtés avec notre président, M. Rocher, qui il nous a mis dans les meilleures conditions qu'on peut mettre dans une équipe de foot, et les joueurs compris. Et on m'a renouvelé le contrat avant que ça finisse, c'est-à-dire à la 4e année. M. Rocher, comme j'avais 7 ans de contrat, il m'a dit voilà, on va signer un nouveau contrat. Et je vais t'ajouter encore un an. Et 7, je devais faire 8, qui en définitive, je ne l'ai pas fait. Et à ce moment-là, bon, je suis rentré au pays et aller jouer à Vélez, à tel point que mes coéquipiers à Vélez, ils m'écriaient le français, qu'est-ce que tu fais ici? Le français, qu'est-ce que tu fais là? D'accord? Parce que bon, ils arrivent à connaître à un moment donné, avant, on ne parlait pas de Saint-Étienne, on parlait de Reims. Ouais, bien sûr. Et le sol il avait fait quelque chose D'Europe. un club, arriver à jouer une finale. Voilà, ce sont des choses que j'aurais préféré. Mais voilà, la vie, il t'indique une autre chose et j'essaie de l'accepter que d'être heureux le mieux possible. Mais alors, juste pour revenir à ma question, il me semble, j'avais lu quelque part que le président Rocher t'avait proposé de devenir français, de prendre la nationalité française. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Il m'a convoqué à son bureau. Il m'a fait venir. On s'est entraîné le matin. Et après, bon, je rentre chez moi. Et il m'appelle. Il me dit voilà. Donc, c'était l'époque on disait, les journalistes, disaient Saint-Étienne, il a besoin d'avant-centre. Et Saint-Étienne, il a besoin d'avant-centre. Et comme il avait déjà 2 étrangers, il ne pouvait pas. Donc, M. Rocher, comme déjà je s'était passé de 3 ans, après 3 ans, je ne sais pas si c'est la même loi qu'il joue aujourd'hui, je pouvais devenir français. Et là, je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas Michel, parce qu'à ce moment-là, je dis non. Et après, j'ai essayé de comprendre les noms.
Non, c'était parce que on venait de gagner 3 championnats, 3 coupes. On n'avait pas encore joué la finale de Glasgow. Et c'est après Glasgow qu'il me dit, et je lui ai dit non, non, Monsieur Rocher, je demande des choses que peut-être pour vous, c'est là même. Je voudrais bien rester à Saint-Étienne pour toujours, et même si la ville n'est pas très agréable. Et je dis, je veux rester ici. Et le parcours, je dis, en définitive, c'est que je pense, je dis, Osvaldo, ça te manque l'équipe nationale. Et je me disais, si ce n'est pas maintenant, ça ne sera jamais. Et j'ai eu cette chance, que Menotti me convoque. Il me disait, M. Rocher, qu'en définitive, il a bien accepté la réponse que je lui donnais. Jamais il m'a voulu pour ça. Et après, il est allé chercher un Triantafylos qui, lui, il était français et il jouait en Grèce. Est-ce que tu as lu le livre de Dominique Rocheteau? Je ne l'ai pas lu, mais en connaissant le bien, Dominique, bon, parce qu'il est timide, parce qu'il s'enferme sur lui, et parfois ça lui fait du mal. Et maintenant, ça commence à libérer. Ça commence à se libérer en parlant un peu plus, assez, comment il t'embrasse. C'est un super gentil garçon, mais parfois, il te donnait l'impression que c'était dans une autre histoire. Ouais. Et nous, on avait admiration de celui qui faisait la différence. Fais-moi gagner la prime. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'était important, hein, la prime. D'accord. Oui, on gagnait pas des millions. Je m'en fous, ouais, de toute façon. On a bien vécu. Et je pense qu'on a eu ce qu'on s'attendait. Jamais on a discuté, je ne sais pas si je t'avais parlé de ça, Michel, mais jamais on a discuté une prime avec le président. Jamais. C'était pas Jean-Michel Larquet qui discutait les primes? Non, 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 non. C'est le président. Tu commençais à taper la table et on jouait à l'extérieur et on gagnait. Et on savait que c'était très important de gagner ces matchs-là. Et on commençait. Toujours j'avais au milieu des vestiaires, il y a toujours une table pour mettre de l'eau, pour mettre des machins. On commençait tous. Triple, 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 triple. Et il rentrait. Et nous, on se préparait pour chanter et taper la table. Ouais. Il arrivait lui, et non, les gars, non, 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 les gars, non, 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 non. Allez, triple. Et sinon, double. Il ne faisait pas triple, double. Mais ce n'est pas tous les matchs que tu faisais ça. Hein. Ouais, c'est pour les gros matchs. Un peu les quarts, déjà que tu sais que c'est important ce résultat pour arriver à quoi? À être champion. Ouais, Non, bien sûr. et faire une bonne saison. Voilà. Donc, C'est sympa comme anecdote. Je sais qu'il y a 5 ans, on t'a posé cette question, plutôt Messi ou Maradona, et tu avais répondu à l'époque, écoute, Messi, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, donc bon, la réponse est simple. Maintenant que Messi a gagné la Coupe du Monde, si maintenant toi, tu devais faire le choix entre les deux, c'est une question qui est difficile et je pense que tous les Argentins se la posent très souvent. Toi, tu choisirais lequel des deux? Je le sépare. Je le sépare. Maradona, pour nous, c'est un dieu. Il nous a fait connaître dans le monde. On pensait toujours que Buenos Aires, l'Argentine, c'était une province du Brésil. Toujours, on a vécu ça. Et là, et lui, il nous a fait connaître tout. Après, on peut discuter s'il a mal fini, que c'est vrai que c'est mal fini, il a fait des choses qui ont... Mais toujours en défense de son pays et apportant des choses à son pays. D'accord? Messi, c'est un joueur de foot. Plein, il a tout. Il a tout. Et où je fais la comparaison, en plus, dans les jeux. Combien de matchs il a raté Messi dans sa carrière? Combien il en a raté? Bon, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Ils savent voir venir. Diego, il prenait tous les coups qu'il avait dans l'air, c'est lui qui le prenait. Lui, il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que Diego, en étant un super, le meilleur joueur du monde à l'époque, c'est-à-dire que lui, il regarde en bas, et c'est-à-dire, il regarde le ballon, il sent avec les chaussettes si ça appartient à lui ou à l'adversaire. Messi, il voyait venir. Il voyait venir quand il allait. Les sols qu'il arrivait à l'attraper, c'était un joueur vénézuélien en jouant les éliminatoires de Sud-Amérique. Là, il a pas su, il n'a pas vu. Et après, il a resté quand même 4 matchs sans jouer. Ah d'accord, je connaissais pas cette histoire. Non mais c'est sûr que les époques sont différentes. Si Messi avait joué, enfin si Maradona avait joué à l'époque, ou même Van Basten ou Cruyff,
S'ils avaient joué à l'époque actuelle où les joueurs sont beaucoup plus protégés, ils auraient eu des carrières. Déjà, je pense que Van Basten aurait joué beaucoup plus longtemps. Tout à fait d'accord. Ce sont des autres époques. Avant, on voyait quand même que les arbitres, allez, continuez, allez, mais tu recevais les coups quand même. Aujourd'hui, on protège mieux les joueurs. Ils sont avertis déjà. N'oublie pas, Michel, qu'à l'époque, on désignait les arbitres, mais on ne le connaissait pas. Et moi, je savais que c'était Palotai parce que Palotai, je crois que c'était un Hongrois qui m'avait donné un avertissement. Sinon, je ne savais pas qui c'était l'arbitre. On savait que c'était Wurtz, oui, parce que Wurtz était en France, Ouais, mais les autres, on les connaissait pas parce que parfois, moi, si j'avais une grosse parole à faire, je le faisais en espagnol. Jusqu'à un moment, oui, jusqu'à un moment donné qu'un des arbitres me dit, Osvaldo, je parle argentin aussi. Non, je parle espagnol. ouais, Je comprends d'accord. l'espagnol. Voilà, là, c'est fermé, voilà, et tu essaies Parce que la première réaction, quand bon, je vais m'endormir et je commence à réfléchir. Pourquoi stopper Osvaldo? Je le racontais la dernière avant, si c'était les postes. Parce qu'il m'a donné une liberté de faire Osvaldo Piazza. Qui c'est Osvaldo Piazza? C'est le stopper de Saint-Étienne. Parce que je l'ai vécu ça. Je savais que l'avant-centre, parfois, il me marquait plus lui à moi que moi à lui. Donc, ça veut dire le mouvement de l'équipe, c'était que moi, j'avais le rôle à réveiller l'équipe quand ils s'endormaient un petit peu et surtout cette envie, cette courage qu'on me laissait le faire parce que j'avais les dos couverts par deux grands joueurs comme Batenet et Lopez. Alors, tu as marqué beaucoup de buts, surtout pour un défenseur. Pour toi, quel est le plus beau but que tu as marqué pour Saint-Étienne? C'est les pots que je marque, que j'aurais pu marquer contre la PSV Eindhoven. Et on jouait à Paris, d'accord? On jouait à Paris et à la mi-temps, on était mené 2-0. C'était quand les journalistes organisaient les matchs, c'était au Parc des Princes, et c'est les journalistes qui organisaient ces matchs-là. Déjà, on avait joué 2 fois avec PSV Eindhoven, on avait éliminé 2 fois, et là, c'était un match amical. Et on est mené 2-0. Et à un moment donné, on était vraiment pas dans le match. Même Ivan, il a demandé à sortir, il a rentré du Gallic. Et là, je ne sais pas ce s'est-il passé. C'est moi que je prends l'euphorie, je pars avec un ballon, je dribble deux. Normalement, je ne savais pas dribbler. C'est les autres qui s'écartaient. Et là, j'arrive à dribbler 5 joueurs et je dribble les gardiens et je frappe, mais si j'entends ces gens, ils touchent le poteau, ils sortent. Ah oui, Et là, j'étais fier de l'action qu'il est venu d'arbitre, il me soulève, il me dit bravo Osvaldo. Et là, si j'aurais fait cet but, le but de la finale, par exemple, le but de la finale contre Lens, non, c'est le premier but. but que je marque, non le premier but que j'ai marqué, sinon que dans l'action, on ne méritait pas à ce moment-là, on ne méritait pas de mener le jeu. Et pourtant, une action qui j'amène de presque 80 mètres, j'ai abouti avec une gaucher un peu bidon et il la met au fond. Et là, je commence à courir de partout. Et après, Jean-Michel, on parle de ça, parce que Jean-Michel, il fait une reprise de volée du deuxième but. Incroyable. Sur un centre de Doudou Janvion en plus. Bravo, Michel. Oui, et là, c'est magnifique. Je dis, bon, notre parole. C'était notre première finale, hein? Notre première finale. Et pas la dernière. Les Français, comme tu le sais, sont des mauvais perdants. Quand on perd, c'est toujours parce que c'est l'arbitre, parce que c'est quelque chose d'autre. Il y a eu beaucoup de conversations quand la France a perdu contre l'Argentine que Messi avait été favorisé parce qu'il y avait eu autant de pénaltys, etc., etc., etc. Toi, quand tu entends ça, comment tu réagis? Justement, Michel, il avait voyagé un journaliste de football. Il m'a averti, il m'a appelé, il dit, je veux avoir ton avis sur les matchs. Et on était à l'avocat, Caminito et l'avocat, le stade d'avocat. Et à côté, on a fait l'interview. Et on parle un peu de tout. Et à ce moment-là, il me pose la question, qu'est-ce que tu penses du match? Je dis, ça va être... Aujourd'hui, c'est facile de dire que
Et j'avais dit, si j'avais dit que gagner l'Argentine, non, pas vrai. J'étais content. J'étais content, Bien sûr. mais surtout pour Messi. Ce que vous ne savez pas et pourquoi la réaction du public argentin, que c'était non seulement contre les médias, c'est parce qu'ils l'ont fusillé. Ils l'ont fusillé. Et qu'il était un nul, qu'il ne gagnait jamais une coupe, que toujours dans les finales, ce n'était pas les plus grands. C'est lui. Et je crois que vous pensez que qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en 15 minutes ce que toute l'équipe de France n'a pas su le faire. Exactement. Hein? Il était à deux doigts. Quand il passe à gagner 3-2, on se dit c'est fini. Mais cette réaction, et sûrement, vous l'avez vécu chez vous. Moi, j'étais au stade. Hein. J'étais au stade et j'avais l'impression que d'avoir une crise cardiaque tellement c'était Voilà. fou. À qui les mérite? L'Argentine, il a joué 75 minutes très, très, très bon avec Andy Maria, super, super de super. Et s'il fallait changer quelqu'un, et il fallait changer l'arrière droite de l'équipe de France. D'accord, Ouais. je ne veux pas prononcer. Et là, il a fait deux changements très importants qu'il a fait rentrer Touran et que Touran il rate gagner les matchs à un moment donné. Mais il a su créer aussi ça. Donc, c'est admiratif, c'est que je regarde, je dis, il y a un gagnant. Oui, qui c'est qui le méritait? L'Argentine. L'Argentine, il a joué mieux. Mais Ah, il je y suis a une d'accord. explosion que ça me sort à moi en parlant de ces matchs. Magnifique Mbappé. Magnifique Mbappé. Parce que je pense que sans lui, il n'aurait pas existé cette euphorie, cette bousculade, parce qu'ils sont bousculés, l'Argentine. Mais c'est lui Ouais. qui était. Si? Oui, dans l'équipe, il n'y a pas un seul. Je suis d'accord. Non, mais Mais c'est lui lui, qui, t'as raison, c'est lui qui sonne la révolte, c'est lui qui fait croire à la France que c'est voilà. encore possible. Et c'est un phénomène, non, de simplifier les matchs. Parce que je me suis dit, 75 minutes, tu es là. Puis, bon, 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 tu gagnes les matchs. Et en 15 minutes, tu détruis tout. Et là, je peux comprendre le public vis-à-vis de Martinez. Hein? Mais ce n'est pas une question de Messi, ça. Ouais, c'est marrant parce que c'était ma prochaine question. Qu'est-ce que tu penses de Dibou Martinez? Est-ce que c'est un héros? Est-ce que Vous ne c'est un connaissez pas. méchant? Comment tu vois On ne ça? le connaissait pas, Michel. On avait 5 joueurs qu'on ne connaissait pas. Romero, Dibu Martinez, Fernandez, McAllister, Julian Alvarez. Alvarez? Il y avait des joueurs qu'on ne connaissait pas. Même ceux qui on est du football, on ne Ouais. connaissait pas. C'est chapeau parce que tout le monde l'a critiqué aussi à lui. Hein? Saloni, À ouais. l'entraîneur. Tout le monde l'a critiqué. Il disait non, il est jeune, il n'a pas d'expérience. Voilà, il arrivait à nous démontrer quand même qu'avec les joueurs que lui, il a vu, parce il habite à Andorra, en Espagne, et donc il arrivait à nous faire connaître des joueurs très, très, très importants dans cette équipe. Et bravo, je me suis dit à ce moment-là, oui, il fallait avoir un moteur. Ce moteur, c'était Messi. Et on se rend compte que Messi, on commence à baisser le rythme, d'accord? C'est plus le même. Mais il a mené tous ces groupes, c'est lui qui l'amène. C'est lui qui l'amène à aller jusqu'au bout. Et là, ce sont des choses que même moi, j'ai découvert. J'étais en football en Europe et en Argentine. Et là, tu dis que c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment, tout à l'heure, Michel, j'ai critiqué la façon qu'on prenait l'équipe nationale en Argentine, d'accord? Ouais. Il est venu quelqu'un, il dit non, les choses, il faut faire comme ça, comme ça et comme ça. En plus, le président de la Fédération argentine était vice-président de la FIFA. Donc, quelquefois, tu arranges pas les résultats, tu arranges où tu vas jouer et quand tu vas jouer. Ouais, ce genre de petites Hein? influences, ouais. C'est pas pareil. D'accord. Et alors, dernière question. Parmi tous tes grands souvenirs, parmi tous tes grands matchs, toutes tes belles victoires avec les Verts, quelle est la plus mémorable pour toi? Kiev. Kiev? Kiev, et surtout parce qu'on savait on n'était pas à l'auteur. Michel, ça te sort quelque chose en sachant que l'adversaire il est supérieur, en sachant que les matchs allaient,
ils se sont baladés. Et après les 2-0, ils étaient fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de faire une tournée en Amérique du Sud. Et ils viennent parce que là, ils s'arrêtent en décembre. Ils recommencent au mois de mars. Nous, on a joué le 12e match. Il avait joué un seul match de championnat. Donc, quand tu vas jouer à 11 semi-kilomètres et tu passes un mois, donc, et ça veut dire que tu viens au chaud, d'accord? Et là, à partir de là, bon, tu ne t'entraînes pas tous les jours, mais c'est pas pareil, d'accord? Et c'est arrivé, et on a senti quand même, et on le savait, attention, mais c'est parce qu'on le savait. Notre coach, il était averti. Il a dit, faites attention, on ne va pas faire des conneries comme on a fait contre Split, qu'on prend 4, d'accord? On est allé, on était prudent, et ce sont jusqu'à la 15e, 20e minute, et là, après, on a commencé à souffrir moins. Mais c'est eux qui se sont. Et si on parle pour le match après, c'était sachant qu'on pourra jamais le battre. Mais on a essayé et on avait et notre force c'était le collectif, notre force c'était l'envie de se surpasser, l'équipe solidaire. On savait qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on voulait faire. Et à partir de là, quand on a vu que c'est tardé parce qu'on a poussé pendant 45 minutes, il était 0-0. Et donc, il a fallu cette action pour, quelquefois, ça a déclenché une situation que je n'ai pas pu la faire avant. C'est-à-dire, c'est pas moi, l'important c'est de Christian Lopez, qu'il a suivi à blocking et par tout hasard. Il le prend dans sa jambe et donc il dégage. Il me trouve à moi au milieu de terrain. Qu'est-ce que je faisais au milieu de terrain? Je revenais d'un corner. Et donc, à partir de là, c'est déclenché tout. J'arrive avec Hervé, c'est Hervé qui marque. Et les gens croyaient que c'était moi que j'avais marqué. Je suis allé prendre le ballon pour l'amener au centre et continuer. Et c'était le plus beau cadeau que tu peux te faire. Hein, de gagner à des plus forts. Mais surtout, tu ne vas jamais dire que tu étais plus fort qu'eux. Parce que c'était les meilleures équipes d'Europe. Et vous avez battu. Et oui, et on était super contents. Regardez, regarde, Michel, les ballons qui va chercher Patrick. Les ballons qui va chercher Patrick en prolongation. C'est vrai, lui, il n'était pas au départ, mais il a rentré, il est allé chercher un ballon que personne ne va le chercher, il le laisse sortir. Centre, Dominique, il avait des crampes. Déjà, il allait être soigné par les kinés et il claque les buts. C'est l'euphorie. Après, ça finit pas là. Hein. Ça finit pas là parce qu'après, il fallait tenir. Il fallait tenir. Et là, ils n'ont pas eu la force. Ni Onichenko, ni Blokin. Blokin, il a disparu complètement. C'était avec cette action, lui, il a. En français, on dit il a bouffé la feuille, non? En ne marquant pas d'eux, parce que Onichenko, il était seul. Ouais. Il ne gagne pas de ballon d'or. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut faire une action, non? Et pourtant, dans l'ensemble, il le méritait. Ah, ça a changé la destinée des Verts, hein. Ça c'est certes. C'est cette action en particulier. Alors on ne sait pas, peut-être que s'ils avaient marqué, vous auriez peut-être marqué 4 buts derrière, hein, c'est possible. Mais c'est sûr que cette action symbolise beaucoup de choses vis-à-vis des Verts. C'est cette volonté de jamais renoncer. Parce que quand il est dribblé à la base, Christian Lopez, il aurait pu arrêter, mais il continue quand même à courir. Il continue, il récupère le ballon. Toi, tu es encore là. Et tu disais toi-même, Patrick Révelli, qui aurait pu abandonner, qui continue, qui va quand même chercher cette balle. Et c'est Saint-Etienne. Et c'est pour ça, je pense, que la France est tombée amoureuse de cette équipe et continue à aimer cette équipe 50 ans plus tard. C'est incroyable la popularité que Saint-Etienne a encore aujourd'hui. Michel, c'est-à-dire que jamais j'ai vécu ça, mais aujourd'hui encore, ils nous parlent des actions, les gens. On va faire des séances de photographes dans n'importe quelle ville, tu me diras. Mais attention, Marseille, il a gagné. Oui, c'est pas contre Marseille. Mais ça veut dire pourquoi Saint-Etienne? Parce qu'il a eu, ils se sont identifiés avec Saint-Etienne parce que la télé, il a démarré avec Saint-Etienne. Non? Et déjà, il a eu des résultats quand même surprenants. Parce qu'il faut le dire, Michel, avant Saint-Etienne, aucune équipe passait le deuxième tour. Hein. Des groupes Europe. Aujourd'hui, tu sens encore, quand tu viens avec les papiers, ils te montrent quand même des actions de tels matchs. Tu te dis, c'est pas possible. Mais on est content.
on est content de faire le parcours. Ça aura été mieux, oui, c'est vrai. Si on est dans les cœurs des Français, ça veut dire que tu as fait quelque chose. Et là, ça te fait grandir. Écoute, je peux te dire, hein, nous, chaque fois qu'on fait un épisode avec un ancien vert, l'audience explose. C'est-à-dire qu'on peut avoir des joueurs qui ont joué au PSG, des joueurs qui ont été à Marseille, qui ont gagné la Ligue des Champions, des joueurs qui ont joué la Coupe du Monde 82, 86. Mais chaque fois qu'on a un joueur de Saint-Etienne, c'est incroyable parce que les gens se rappellent de vous, les gens s'identifient à vous. Je ne sais pas si c'est la télé, je ne sais pas si c'est une époque où les gens ont l'impression qu'ils étaient peut-être plus heureux à l'époque, quelle que soit la raison. Saint-Etienne, ça reste l'équipe des Français. Très bonne réflexion que tu fais à favor de nous vieux, hein? et surtout, je dis, et on le sent. L'autre jour, on va à la finale, invité à la finale de la Coupe de France. Il y en a 2 joueurs qui sont plus avec nous. Et on s'est trouvés. Et c'était l'euphorie. Il y avait un match Paris Saint-Germain-Reims. Il y avait les deux tribunes, tous les stades pleins. Et les gens, ils nous voyaient, même le président de la République. Bon, il a voulu nous connaître. Il nous connaissait, mais voulait nous saluer. Donc, on a parlé un peu avec lui, et lui, il est beaucoup plus jeune que nous. Ouais, bah, je crois qu'il est né en 77, donc il n'a même pas connu Glasgow. Voilà. Donc, mais quelqu'un, il a raconté à des papis ou à des enfants qui sont aujourd'hui 30, 35, 40 ans. Qui c'est qui les a formés? C'est son papy, son papa. Ils ont parlé de Saint-Étienne parce qu'il n'a jamais vu quelque chose de Saint-Étienne de l'époque, sauf s'il voit un film. Mais le passionnel, c'est quand tu le vois, parce que le temps, il compte. Il compte dans quel moment tu vois tout ça. Ouais. D'accord, ça peut te servir à toi. Moi, je parle pas de toi, de moi, d'une action que tu as fait. Oui, mais tu savais que tu reviens dans ta tête, il y a, voilà, il y a combien de gens qui te poussent, que tu arrives jusqu'au bout. Non? Et comme moi, les autres aussi. C'était vraiment une équipe et je suis fier de cette équipe. Je suis fier de ces joueurs qui aujourd'hui encore on se trouve. Et on se trouve une fois par an, on se parle toujours de la même chose et on se fait autant de plaisir. Et c'est qui ton meilleur ami dans le monde du football? Je suis très ami avec Batenet et Trick. Trick, c'est Patrick Révelli. J'ai une bonne connexion avec Jean-Michel Larquet, que c'est lui qui m'a aidé beaucoup en arrivant, parce que je ne parlais pas Parce un qu'il parlait mot. espagnol, ouais. C'est Jean-Michel qui est là. C'était notre capitaine aussi. Mais ce n'est pas par hasard qu'on dit, parce qu'on peut être mieux avec un, avec l'autre, c'est difficile. Mais là, c'était un groupe soudé, ferme, et on savait qu'on voulait de l'autre. Toute dernière question. Tu disais toi-même, un petit peu avant, tu notais qu'il y avait 7 joueurs, enfin entre 5, 7, 8 joueurs en équipe de France qui étaient de Saint-Étienne. Et avant vraiment Michel Hidalgo, la France était quand même assez mauvaise. Il faut dire ce qui est. On n'avait pas de résultats, on ne se qualifiait pas. Parce qu'il y avait quand même une équipe qui avait avec un socle quand même de joueurs qui avaient énormément d'expérience internationale, avec qui jouaient les quarts, les demi-finales de Ligue des Champions, parfois la finale. Et pourtant, on a attendu jusqu'en 78 pour atteindre, pour pouvoir se qualifier. À ton avis, c'était dû à quoi? On voyait quand même qu'on parlait toujours, les médias, des Italiens à l'époque, les Allemands toujours, pas tellement des Espagnols. Et on le voyait déjà à celui qui était champion du championnat français. Il y avait des difficultés à affronter. Même il y avait des difficultés à jouer contre l'équipe de Danemark, des équipes suédoises. Aujourd'hui, la Suède, il y a une bonne équipe. Mais à l'époque, tu allais jouer et c'est comme. Et tu te sentais plus fort. Ça c'est arrivé avec Saint-Étienne. Il y avait une distance entre les équipes. Donc, avant Saint-Étienne, les équipes, les champions, ils étaient éliminés en deuxième tour et pas au troisième. Donc, et Saint-Étienne, il a donné une leçon. On dit qu'on était super aimés, mais il a fait, parce que les médias et les publics, ils voulaient avoir une équipe qui pousse un peu plus loin. D'accord? Et Saint-Étienne, il avait ça. Il n'avait pas de super joueurs, parce qu'il n'y en avait pas. Mais c'était une équipe soudaine, une équipe qui cherchait jusqu'au bout les bons résultats. Parce que, et je répète sans arrêt ça, on était formé dans un club qui
il nous a mis dans les meilleures conditions. Avec avion aller-retour, je crois que je le dis déjà, dans la journée, on dormait dans notre lit, on avait une salle de musculation de 80 mètres carrés, personne n'avait une salle de musculation. On avait un terrain synthétique 70 mètres pour 30 mètres avec un toit pour la neige. Et donc, c'était des choses que à nous, il nous donnait encore des forces. Et pourquoi on gagnait les matchs à la fin? Si on ne pouvait pas le gagner au départ, parce qu'au départ, on prenait à la gauche. Au chaudron, c'est toujours pareil. Une fois que tu marquais le premier, tu faisais aller en arrière un peu et tu attendais. Et sinon, c'était aller jusqu'au bout avec toute la force que tu as. C'est-à-dire, c'était une équipe très équilibrée en plus, non seulement dans le foot, sinon dans la tête. On savait, personne n'avait un phénomène, hein, parce que là, on ne jouait pas quelqu'un. Oui, on faisait ce qui te demandait l'équipe. Et donc, c'est pour ça que tu me demandes aujourd'hui, Michel, vous sentez que vous étiez le mieux? Je te dis oui, mais pas pour être brillant. Parce que tu ne prépares pas seulement le match, c'est toute la semaine. Et dans la semaine, ça passe beaucoup de choses. Voilà. C'est difficile d'être bien avec tout le monde. Quelquefois, bon, tu as des réactions, non? Parce que tu veux t'améliorer avec l'entraînement. Et si tu te donnes la possibilité, tu t'améliores. Et personnellement, je me disais, merci la France. Il m'a mis un livre dans la main et en faisant un voyage d'une heure et demie, je lisais. Ça me faisait des voyages plus agréables et il m'a donné cette amitié vis-à-vis de mes amis, parce que je dis sont mes amis. Et tout ça, on a vécu ensemble des choses magnifiques que j'adore. Et je vais chaque année et je suis vraiment très heureux du moment que je suis à Saint-Denis, une ville moche, une ville sévère, une ville qui ça te fait souffrir. Mais on a trouvé les moyens de trouver les grands plaisirs que c'est notre équipe et la SS Saint-Denis. D'accord. Merci Osvaldo, merci pour tous ces très longs moments que tu nous as accordés. C'était vraiment une très belle balade parmi tes souvenirs. Je te remercie vraiment. J'espère qu'on a compris l'admiration et le respect qu'on a pour ta carrière. J'espère que ça a transpiré lors de notre entretien. Et je crois que je le remercie déjà quand on a eu un contact et je me trouve plus qu'à l'aise parce qu'en face, je sens que si bien on n'a pas le même âge, loin de ça, et on a des sentiments qui se rejoignent, c'est-à-dire par ta pensée, par les questions, par l'influence qu'il donne une réponse à l'autre, par être très attentif. Et merci. Merci Michel. Oh, voilà, oui. Et bravo pour la connaissance. Merci. Et j'espère qu'un jour on va se trouver. Je sais que tu es à Avec Paris. plaisir. Je suis à New York, mais si tu viens à New York, pour la Coupe du Monde, s'il te plaît, appelle-moi. Hein, je te dois un bon restaurant pour te remercier de ces presque 5 heures en ta compagnie. Avec Au plaisir. plaisir, Michel. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce deuxième volet avec Osvaldo Piazza, le plus français des Argentins, notre premier invité étranger sur le podcast des légendes. On espère que vous l'avez apprécié autant que nous avons aimé passer 5 heures avec Osvaldo depuis Buenos Aires pour partager avec lui, avec ses fans français et avec les auditeurs du podcast des légendes, les souvenirs de sa fantastique carrière. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des légendes. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est Looking at You des Tartan Rascals. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace de nous aider pour que le podcast continue à grandir et qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas à nous laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous souhaitez entendre votre message diffusé dans le podcast des légendes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où nous avons plusieurs dizaines de milliers de fans comme vous qui parlent avec plaisir de foot nostalgie en se rappelant des anciens joueurs, des grands matchs et de tout ce genre de belles choses. Vous pouvez aussi nous retrouver
sur notre chaîne YouTube, sur Instagram, sur Twitter et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Nous en avons plus d'une centaine ainsi que des articles dont ceux ultra intéressants de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités. Donc si vous voulez des scoops, inscrivez-vous sur cette newsletter, allez sur notre site web, vous verrez c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes, on se retrouve la semaine prochaine.